Où est l'argent? Où est l'argent? Sud Radio, la radio du rugby. Bravo. D'ailleurs, j'étais sûr qu'entre gentlemen, les questions d'argent ne se poseraient pas. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. Donner de l'argent à un paresseux, c'est donner de l'absinthe à un alcoolique. Bonsoir Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre à la mi-temps du multiplex. Philippe, on va parler du rugby sud-africain, intraitable sur le terrain, conquérant en coulisses, et c'est le prochain adversaire de l'équipe de France, Philippe. Il y a quelques années, le rugby sud-africain était pas en piteux état, enfin quoique quand même sur le plan financier, mais pas et sportivement, c'était pas non plus reluisant. Sportivement aussi, il y a quelques années. Un an et demi avant le titre de 2019, c'était exactement catastrophique. Et justement, quelle était exactement la situation? Comment le rugby sud-africain était arrivé à une situation aussi négative sur tous les plans? D'abord, il y a eu durant de longues années une gouvernance de la fédération qui était pas choisie par des votes. Il y avait un directeur général tout puissant qui cristallisait beaucoup de tensions, qui avait une vision très particulière, qui partageait pas beaucoup le pouvoir de décision et notamment qui intégrait pas beaucoup les provinces à la décision. Et on sait qu'avec le rugby professionnel, les provinces avaient quand même une place importante. Il y a eu une accumulation de mauvais choix. Un manque de vision par rapport aussi au renouvellement d'effectifs avec une équipe vieillissante, et puis on s'est retrouvé en 2017 avec Alistair Coetzee comme sélectionneur avec des résultats assez catastrophiques. Il a fallu créer l'électrochoc et ça a été le cas avec l'arrivée de Rassie Erasmus. Ça a été pour le sportif, et ensuite une dynamique s'est enclenchée jusqu'à ce titre de 2019 qui a changé beaucoup de choses, bien sûr, parce que sportivement ça a drainé une dynamique très différente qui a permis de remettre en place aussi une dynamique économique. Il faut rappeler quand même que le rugby sud-africain, c'est le rugby le plus fort du monde en termes de licenciés. Plus de 600 000 licenciés, première fédération du monde avant l'Angleterre, quasiment à 400 000 licenciés, puis troisième la Fédération française de rugby avec environ 250 000 licenciés. Donc vous avez quand même un réservoir de joueurs en Afrique du Sud qui est colossal pour le monde du rugby, mais qui avait du mal à être monétisé et optimisé dans le but d'une performance sportive récurrente dans la durée. Comment le rugby sud-africain a empilé brique par brique sa reconstruction? Quelles ont été les étapes fortes de sa reconstruction? Est-ce que ça a été par le terrain ou par les coulisses ou un peu des deux? Ça a été un peu des deux. D'abord, l'homme fort de ce rugby sud-africain est celui qui est devenu tout puissant et qui a permis de rapprocher aussi les points de vue entre la gouvernance de la fédération, les provinces pour aligner une vision, puisque on le répète, mais à part en France, quasiment toutes les fédérations fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que il y a des accords il y a une proximité importante entre la fédération et ses provinces, puisque la fédération participe à une partie importante du salaire des joueurs qui compose le vivier de l'équipe nationale. C'était le cas en Afrique du Sud, mais malgré tout, contrairement à des pays comme l'Irlande, par exemple, où ce fonctionnement entre la fédération et ses provinces fonctionne très bien, c'était pas tout à fait le cas en Afrique du Sud. Donc, un homme fort de cette évolution, c'est bien sûr Rassie Erasmus. Donc, il y a eu ce titre de 2019 économiquement qui a permis de donner une bouffée très important, qui a donné une bouffée d'oxygène au rugby sud-africain et puis même à l'économie du pays, puisque le nouveau président s'en est beaucoup servi pour attirer de nouveaux investisseurs, pour parler de cette nation réconciliée aussi maintenant durablement après le premier épisode de 95. Donc ça a été le premier étage de la fusée. Le deuxième étage de la fusée, ça a été l'arrivée de personnalités importantes avec des moyens financiers forts et une vision dans les provinces, notamment Marco Mazzotti aux Sharks de Durban, qui est originaire d'Afrique du Sud et qui est un avocat new-yorkais qui avait une vision très précise de ce qu'il voulait faire du rugby sud-africain. Et donc, on s'est structuré aussi du côté des Stormers, des Bulls dans la gouvernance, et on a pu peser un peu plus dans la vision fédérale, ce qui a amené ensuite à l'entrée à l'URC, qui change un peu la donne économiquement aujourd'hui pour ce rugby sud-africain. Justement, j'allais venir un peu sur ce point-là, Philippe Spanghero. Quand on regarde depuis 2019, les Springboks sont quand même intraitables sur le terrain. Et malgré une économie nationale qui est peut-être moins supportrice que l'économie française ou britannique, les Sudaf ont avancé et construit des structures financières qui sont viables. Qui sont viables depuis quelques années. En effet, l'année dernière, pour la première fois,
depuis une série de 4 ou 5 ans, les bénéfices sont revenus pointer le bout de leur nez dans les caisses de la fédération. L'annonce a été faite de 5 millions de bénéfices la saison dernière, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans consécutifs. Donc ça s'explique par deux leviers. Le premier levier, c'est bien sûr cette arrivée dans l'URC, parce que il faut expliquer comment les choses se sont passées. On fonctionne en société commerciale, donc toutes les fédérations qui participent à ces sociétés commerciales, puisque là, c'est toujours le problème un peu en Afrique du Sud, c'est que c'est la SARU, la fédération, qui prend les décisions et qui acte les choses financièrement. Donc, quand la SARU a décidé d'engager quatre franchises dans cette compétition, il a fallu devenir actionnaire de cette compétition qui est l'URC à hauteur de 15%. Et au lieu de débourser l'argent, puisque la fédération était dans une situation financière compliquée, l'organisateur, l'URC, a dit pendant 3 ans, au lieu de vous verser de l'argent pour votre participation, on garde cet argent et ça servira à payer vos parts. Donc ça, c'est soldé aujourd'hui. Donc à partir de cette saison, depuis cette saison, les franchises sud-africaines qui ont quitté le Super Rugby ont fait des économies colossales en termes de frais de déplacement, parce qu'on reviendra peut-être sur l'ancien modèle du Super Rugby qui était quand même un gouffre financier pour le rugby sud-africain. Donc aujourd'hui dans l'URC, avec les calendriers qui ont été beaucoup mieux organisés et optimisés, les frais de déplacement sont réduits drastiquement et on peut considérer, les chiffres sont pas exacts à l'euro près, mais que chaque franchise perçoit directement quasiment 3 millions de l'URC. Donc sur des budgets moyens entre 15 et 18 millions, vous voyez, on est très loin des budgets du top 14 pour les grosses franchises sud-africaines. En plus des aides de la fédération directe pour participer au salaire des internationaux, vous avez un modèle économique qui est quand même assez bien structuré. Et justement, Philippe, alors tu parlais de l'arrivée des franchises sud-africaines à l'URC. Elles participaient avant au Super Rugby. Il y a cette espèce d'ambivalence que je trouve très intéressante et assez unique. C'est-à-dire que maintenant, donc les franchises sud-africaines évoluent en Europe, disons ainsi. Il y a eu à un moment une rumeur que les Wallabies pourraient intégrer le tournoi des 6 nations. Finalement, ils ont renforcé leurs liens dans l'hémisphère sud. Et même leur influence dans l'hémisphère sud. Il y a cette espèce d'ambivalence où l'équipe nationale s'est renforcée en hémisphère sud et les clubs, les franchises, même peut-être, on peut parler d'économie au jour le jour, c'est européanisé. Est-ce que cette ambivalence-là peut les amener à un autre stade en termes de puissance sur le plan international ? Là, je pense que le rugby sud-africain est un peu à la croisée des chemins. Dans une vision partagée entre tous les acteurs au moment des difficultés financières, l'issue, c'était l'Europe, avec cette proposition de l'URC qui financièrement était plus intéressante. On pouvait se poser la question de l'intérêt sportif, mais on voit aujourd'hui que ça handicape pas du tout la performance de l'équipe nationale, au contraire, et que le vivier, le réservoir de joueurs a peut-être jamais été aussi fort qu'en ce moment en Afrique du Sud. Donc ça, c'est le premier point. Et avec une vraie vue du rugby sud-africain au-delà de l'URC sur la Champions Cup, avec des revenus financiers directs et indirects. Dans les revenus financiers directs, on peut noter bien sûr ces redevances de l'URC et les primes de bénéfices, on va dire, sur la performance sportive pour les clubs qui se qualifient en Champions Cup. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que le rugby sud-africain a étendu son pouvoir d'influence. C'est-à-dire que notamment sur les négociations de droits télé, le rugby sud-africain est allé vendre ses droits sur de nouveaux territoires, sur le continent européen, où il y a beaucoup plus de leviers économiques qu'il peut y en avoir dans l'hémisphère sud. Donc de ce point de vue-là, le pari, il est réussi pour le rugby sud-africain. Après, la question, c'était clairement l'ambition du rugby sud-africain dans son ensemble, dans sa globalité, de son équipe nationale, de se rapprocher du 6 nations, avec la rumeur en effet de la création d'un 7 nations, à laquelle j'ai jamais beaucoup cru pour des raisons économiques au-delà des raisons philosophiques. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que on peut considérer quelque part que, sans s'en rendre compte peut-être ou sans le vouloir,
le rugby sud-africain a gagné son bras de fer avec le rugby néo-zélandais. Parce que la nation forte qui drivait l'économie de l'hémisphère sud et qui décidait un peu des calendriers, du fonctionnement économique des organisations entre le Super Rugby, la Sanzar, etc., c'était le rugby néo-zélandais. Quand les Sud-Africains se sont rapprochés de l'Europe, très vite, les Néo-Zélandais ont annoncé un rapprochement avec le Japon, qui est un territoire économique fort, avec des synergies, avec pas mal d'ambition de rapprochement, d'organisation de matchs, etc. Et puis finalement, il s'est pas passé grand-chose. Et là, ces dernières semaines, le rugby néo-zélandais annonce une compétition entre les deux plus grandes nations du monde du rugby de l'histoire, etc. Bon, on en a déjà débattu, et reviennent vers le rugby sud-africain. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est un peu l'équilibre dans les dynamiques un peu politiques et économiques qui sont en train de se jouer, parce que est-ce que le rugby sud-africain va pouvoir continuer à avoir une stabilité économique qui dépende du rugby du Nord, avec cette compétition de l'URC et de la Champions Cup, et à côté de ça, revenir sur un bloc très fort au niveau de l'équipe nationale et de la vision des compétitions de son équipe nationale avec l'hémisphère sud. Donc, de toute façon, ça rejoint une vision un peu globale de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la Coupe des Nations, avec la Coupe du Monde des clubs, etc. L'alignement des calendriers et puis la volonté de rapprocher un peu les points de vue pour avoir une vision globale de l'économie et de comment optimiser les ressources demain va peut-être aider à régler le problème, parce que peut-être que demain, il n'y aura plus qu'un seul bloc. Est-ce qu'il faudra choisir ? Est-ce que le rugby sud-africain devra faire son choix entre le Nord et le Sud ? Un jour ou l'autre, peut-être qu'il devra le faire, mais peut-être aussi, comme je le répète, qu'il y aura plus vraiment de Nord et Sud. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on peut souhaiter, parce que ça a quand même été, pendant des décennies, depuis le rugby professionnel, un frein à la vision, parce qu'il y a eu des projets assez visionnaires qui n'étaient pas que des projets économiques, qui avaient du sens sportivement, et c'était très compliqué à organiser, à faire matcher les calendriers. Donc ce problème de calendrier, il a impacté économiquement le développement du rugby dans le monde. La vraie question qu'on peut se poser, j'y reviens, c'est qu'aujourd'hui on voit que les Sud-Africains focalisent leurs ressources et leur énergie sur 4 franchises, peut-être de même que ce sera 3. On voit on en a parlé la semaine dernière que les Gallois sacrifient aussi certaines provinces. Donc la vraie question qu'on peut se poser, et que ça m'amène à moi personnellement, c'est de se dire mais combien il faut d'équipes et de joueurs pour être compétitif avec son équipe nationale et prétendre être champion du monde. Parce qu'aujourd'hui, le rugby anglais, qui est le championnat qui s'apparente le plus au rugby français, a 10 équipes. Et on voit que le rugby anglais, avec son équipe nationale, redevient compétitif. Donc, en fait, plus le temps passe, plus le modèle français apparaît comme une anomalie. C'est peut-être pas le bon terme, parce qu'il faut être fier de ce qu'on a construit. C'est un modèle solide. Mais en fait, on est un ovni à l'échelle du monde du rugby. Une unicité. Voilà. On peut le dire ainsi, c'est vrai qu'avec notre modèle, avec beaucoup de clubs professionnels en France. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Le rugby sud-africain intraitable sur le terrain, conquérant en coulisses. Et simplement pour finir, en 2 mots, on n'a pas parlé d'un épisode important qui a quand même changé pas mal de choses dans la vision de la gouvernance et de l'avenir court et moyen terme. Ça a été cette initiative l'année dernière de la gouvernance de la fédération de faire rentrer un fonds d'investissement comme l'avaient fait les Néo-Zélandais et comme l'avait fait la société commerciale du 6 Nations. Les négos étaient très avancés. Ça permettait de faire rentrer, en fonction des offres des fonds d'investissement, mais entre 75 et 100 millions de cash dans les caisses du rugby sud-africain. Et là, pour la première fois, il fallait 75% des votants qui votent contre pour le pouvoir de blocage. Et pour la première fois, vraiment, les franchises sud-africaines qui avaient toujours eu du mal à s'entendre et à partager la vision ont été complètement alignées et ont groupé leurs voix pour s'opposer à ce processus-là. Et donc, ça a marqué quand même un tournant, parce que d'abord, le rugby sud-africain, pour l'instant, garde sa liberté et n'est pas soumis à
politique d'un fonds d'investissement, mais surtout, ça a renforcé les liens entre les franchises et entre la vision partagée un peu du rugby professionnel sud-africain, parce qu'il n'y a pas de ligue professionnelle en Afrique du Sud, et pour porter la voix du rugby professionnel auprès de la fédération, qui avait toujours eu du mal à émerger jusque-là. Merci beaucoup Philippe Spanghero pour cette chronique autour du rugby sud-africain que vous retrouvez sur sudradio.fr et les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby ainsi que sur YouTube, sur la chaîne Sud Radio. Vous êtes plus d'1 million d'abonnés.